Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 8 juillet 2024, deuxième partie. C'est la suite du point sur l'Ukraine de samedi. Alors il n'y aura que des informations générales, pas de conclusion, pas de carte militaire, puisque ça, c'est dans la première partie. Donc là, dans les informations générales, on va commencer par un court extrait de la chaîne YouTube Military TV, qui est une chaîne d'analyse militaire américaine, et qui va vous confirmer ce que je vous avais dit samedi sur les 5 Sukhoi 27 détruits, le MiG-29, le Sukhoi 25, etc. Et il y aura même un petit historique des destructions précédentes et de la problématique de manque de système aérien des Ukrainiens. Donc ça va être la première chose que vous allez voir dans cette vidéo. Et comme je viens de vous le dire, il n'y aura pas de conclusion. Donc je vous laisse là. N'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don. Je vous remercie à tous de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux. How could Ukraine be so careless as to leave these fighters parked in an open space, making them such easy targets? The recent attack on Mirhorod is just the latest in a string of Russian assaults on vulnerable Ukrainian air bases. Russian drones previously took down at least 4 Ukrainian planes at the Dolgintsevo air base near Kryvyi Rih, just 45 miles from the front line in southern Ukraine. There were also reports of strikes on MiG-29 and Su-25 aircraft. This pattern of attacks raises serious questions about why Ukraine would leave its fighter jets exposed, seemingly making them easy targets for Russia. The recent destruction at Mirhorod adds to the growing number of Ukrainian warplanes destroyed on the ground over the past 9 months, losses that Ukraine can scarcely afford. Toujours Ukrainska Pravda, donc au 3 juillet, des sources dans l'équipe de Zelensky disent qu'il est fatigué, entre guillemets, du Premier ministre ukrainien. Donc là, vous voyez le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal. Et là, attention, on parle d'un des plus grands journaux ukrainiens, Ukrainska Pravda. Et là, on nous dit que Zelensky est fatigué du Premier ministre et qu'il allait probablement le licencier. Vous vous rendez compte un petit peu? Il n'arrête pas de licencier des gens hautement placés à son gouvernement qui se désagrègent de jour en jour, comme ça. Là, Zelensky fait peut-être un coup de paranoïa, peut-être qu'il sent un coup d'État arriver. Moi, je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs semaines, qu'un coup d'État peut-être était en préparation avec comme tête de proue éventuellement l'ancien président Porochenko, son ancien conseiller Arestovitch et son ancien chef d'état-major Valéry Zaloujny. Bien que Valéry Zaloujny, on se demande où il est passé. Hein, ça fait des mois et des mois qu'on ne l'a plus vu. Depuis qu'il a été nommé soi-disant ambassadeur à Londres, Zaloujny a disparu complètement. On ne sait pas ce qu'il en est de lui. Voilà, donc ça c'était intéressant à signaler et qui montre à quel point le pourrissement au sein du gouvernement ukrainien est absolument énorme. Alors concernant la nouvelle tactique russe pour l'infanterie, concernant les offensives, là j'ai un article de Simplicus the Thinker qui est, je le rappelle pour les nouveaux, pour les anciens vous le connaissez, mais pour les nouveaux je le rappelle, un analyste américain militaire. Alors que dit-il? On parle beaucoup ces derniers temps des changements de tactique russe, notamment l'utilisation de véhicules civils plus petits et plus légers pour s'adapter à l'omniprésence des drones FPV. Les Ukrainiens ont publié avec rage des photos de motos renversées qui ont réussi à déposer leurs passagers et ne montrent aucune victime réelle, tandis que certains
commencent astucieusement à comprendre l'importance de cette tactique. Deux points. Donc ces personnes-là, ben, c'est entre autres Yuri Kikaski, qui est un Ukrainien et qui a publié sur le site international ouvert OSINT. Que dit-il? Il dit que les assauts d'infanterie russe par motocross, deux points, sont-ils en manque de véhicules blindés? Non. La Russie a suffisamment de véhicules blindés pour conduire des assauts combinés armés. Donc pourquoi utilise-t-il des motocross? La réponse simple est pour créer plus de cibles et augmenter les occurrences que de plus en plus d'attaquants arrivent à percer donc les forces ukrainiennes. Donc en gros, c'est des attaques tous azimuts avec plein de motocross. Donc l'infanterie représente ainsi des cibles mouvantes extrêmement rapides et complètement individualisées, ce qui rend extrêmement difficile pour les Ukrainiens de les cibler avec des drones FPV. Voilà, et donc les Russes arrivent, ils laissent tomber leurs motos et ils attaquent. Donc là, ils ont attaqué un véhicule blindé ukrainien. Et, mais ça peut être, ils vont, moi j'ai vu des images où vous voyez plein de motocross entrer dans des villages, ils laissent tomber leur motocross et ils prennent le village, ils vont dans les petites maisons et ils s'y installent. Voilà comment ça se passe. C'est rare quand ils récupèrent leur moto parce qu'ils avancent, donc en général ils laissent leur moto derrière eux qui fait un bruit d'enfer. Donc bien évidemment, ils ne peuvent pas garder leur moto. Donc voilà, c'était assez intéressant à souligner. Alors là, on a vu précédemment un article de Simplicus the Thinker. Moi, je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines déjà de ces attaques de moto. Mais il y a plusieurs semaines, c'était un peu sporadique. Maintenant, cela devient massif. C'est pourquoi on en parle. Ainsi, le New York Times reprend cet événement, et dit « Moto et chaos dans l'est de l'Ukraine ». Dans la dernière tactique d'assaut des tranchées, les Russes utilisent des motos et des buggy pour traverser les espaces ouverts à toute vitesse, souvent sous une pluie de coups de feu. Alors pluie de coups de feu, c'est ça, hein. C'est des roquettes ou des obus ou des drones. Alors c'est la nouvelle tactique pour échapper à cela. Alors, on ne va pas lire tout l'article, juste ces 3 paragraphes. Ils sont d'abord apparus sous la forme d'un nuage de poussière à l'horizon. Quelques secondes plus tard, les motos transportant des soldats russes sont apparus à toute vitesse, zigzagant à travers un champ, soulevant de la poussière, tentant une course bruyante et dangereuse vers une tranchée ukrainienne. Citation. Ils se sont déplacés rapidement, se sont dispersés et ont dévié, a déclaré le lieutenant Mikhailo Ubitsky, décrivant l'assaut des motards russes dont il a été témoin. C'est un type d'attaque qui a proliféré le long de la ligne de front ce printemps, ajoutant un nouvel élément sauvage au combat déjà violent et chaotique. Les soldats russes conduisant des motos tout-terrain, des quadricycles et des buggy représentent désormais environ la moitié de toutes les attaques dans certaines zones du front, affirment les soldats et les commandants, alors que les forces de Moscou tentent d'utiliser la vitesse pour traverser des espaces ouverts et exposés où ces lourds véhicules blindés sont des cibles faciles. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils maintenant ils utilisent cette tactique, et cette tactique leur réussit si bien aux Russes qu'ils l'utilisent massivement. Alors j'ai entendu dire que dans certains endroits, apparemment, les Ukrainiens commencent à faire pareil. Mais c'est extrêmement timide et exceptionnel, d'après ce que j'ai lu. Maintenant, nous verrons bien si les Ukrainiens utiliseront cette tactique à l'identique, c'est-à-dire de manière massive. Nous verrons. Alors là, cette fois, côté russe, on a le New York Times qui nous dit « Le chef des troupes russes impliquées dans les meurtres de Boutcha est accusé de corruption. Le colonel Artyom Gorodilov, qui supervisait les forces occupant la ville ukrainienne où un massacre a eu lieu, a été arrêté et accusé de fraude à grande échelle. » Bon,
C'est le New York Times, hein, fraude à grande échelle. Vous allez voir ce que le New York Times appelle à grande échelle, hein. Bon, je vais pas vous reparler du entre guillemets massacre de Boutcha parce que j'ai fait 2 vidéos exclusives sur ce massacre à Boutcha qui a en fait été organisé par le MI6 et le SBU ukrainien. Tout a été monté. Alors le premier à avoir démontré la supercherie du massacre à Boutcha, c'est l'enquête profonde sur place à Boutcha qui a été menée via des collègues de Michel Collomb, le grand reporter belge. Donc cela on l'a su donc grâce à Michel Collomb. J'avais tout de suite fait une vidéo exclusive dessus et une autre peu de temps après avec les nouveaux développements qui prouvaient avec le témoignage d'Ukrainiens sur place qui avait été relevé par Michel Collomb, je parle des Ukrainiens sur place, et enfin un député ukrainien de la Rada qui avait dénoncé directement sans phare le coup du MI6 qui a plus qu'aidé le SBU ukrainien, car en fait l'idée même du massacre à Boutcha viendrait du MI6 et apparemment c'est Boris Johnson à l'époque qui avait donné son go au MI6 pour faire cette mascarade. Voilà, parenthèse fermée. Donc là, on a ce colonel Artyom Golodilov arrêté le 3 juillet et il a commis une fraude d'au moins 11 236 $. Oh là là, ah, c'est une fraude colossale. 11 236 $. Ça a été rapporté par l'agence de presse officielle russe TASS. Un tribunal militaire a ordonné sa détention provisoire jusqu'au 19 août et il risque jusqu'à 10 ans de prison s'il est reconnu coupable. Il a nié toute malversation. Alors qui est ce colonel Golodilov? Il est actuellement commandant de la 83e brigade d'assaut aérien de la garde, une unité basée dans l'extrême-orient russe. Donc c'est vers la ville de Vladivostok. C'est dans ces eaux-là qu'il est le commandant habituel. Et il avait donc été commandant de la région autour de Boutcha, c'est-à-dire dans l'est de l'Ukraine. Voilà. Donc là, c'est noté. Il dirigeait aussi auparavant la 234e régiment d'assaut aérien de la garde, basé dans la ville russe de Pskov. Donc ça, c'est dans l'est de la Russie. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus, parce que oui, il y a des affaires aussi côté russe. Il y a eu un grand général qui a été arrêté il y a peu, qui était dans l'équipe de Sergei Shoigu. Et donc, bon, bah, il y a évidemment toujours une politique anticorruption aussi en Russie qui déménage et qui n'hésite pas aussi à toucher des grands. Donc là, on a eu un général, là on a un colonel bon, qui était déjà fantomatique, puisque depuis qu'il avait commandé les forces à Boutcha, ce colonel, eh bien, il a été mis de côté, bien évidemment, parce qu'il y avait déjà des soupçons à son encontre. Mais bon, ce colonel, voilà, il ne représente quasiment rien, j'ai envie de vous dire, hein. Très peu de choses. En tous les cas, voilà, il s'occupait d'une garnison à l'est de l'Ukraine. Là, on a Ukrainska Pravda au 3 juillet qui nous dit: si la Russie tente d'élargir son front, l'Ukraine pourra frapper à de plus grandes distances, d'après le département d'État américain. James O'Brien, secrétaire d'État adjoint américain aux affaires européennes et eurasiennes, a déclaré que si la Russie tentait d'étendre le front actuel, l'Ukraine sera en mesure de frapper à de plus grandes distances. Ah ah ah! Alors, on sent l'escalade, puisque bien évidemment les Russes ont l'objectif de prendre tout au minimum, de au moins 3 nouveaux oblasts, c'est-à-dire l'oblast de Kharkov au nord,
l'oblast de Mykolaïev et d'Odessa au sud. C'est un minimum. Donc, bien entendu, les États-Unis vont dire ah là là, bah là vous pouvez utiliser les attaques MS plus profondément. C'est ce qui va certainement arriver bientôt. Cela dit, peut-être pas. Peut-être que ce James O'Brien s'avance. N'oublions pas que l'ambassadeur américain a été convoqué à Moscou suite à l'attaque de la plage en Crimée et que Lloyd Austin, de manière concomitante, a appelé Andrei Belouzov, son homologue russe, juste après, et Vladimir Poutine qui a promis une représaille contre on va dire les États-Unis. On ne sait pas sous quelle forme ni où. Donc ça avait mis un peu en panique les États-Unis. Donc je pense que ce James O'Brien s'avance un petit peu. Parce que bon, certes, il y a une escalade, mais je pense que cette escalade a été quelque peu freinée par l'attaque de la plage en Crimée. C'est mon sentiment tout du moins. Alors là, on va regarder un tout petit extrait d'Anthony Blinken qui avoue quelques faits intéressants. Donc là, je vous donne immédiatement la traduction. Après, on regardera, histoire de dire quelques secondes pour vous montrer que c'est vrai. Ça vient de ma source, Simplicus the Thinker. Et donc, Anthony Blinken, lors d'une conférence, nous dit « Nous essayons d'attirer des investissements privés en Ukraine pour garantir la croissance et la prospérité de son économie. Mais il faut aussi s'assurer de disposer des défenses aériennes pour protéger les zones dans lesquelles nous investissons. » Donc là, vous voyez qu'on a directement Blinken qui dit qu'il veut protéger l'Ukraine pour protéger les zones dans lesquelles nous investissons. C'est-à-dire, donc en gros, il veut protéger les investissements énormes que les États-Unis ont fait en Ukraine depuis 2014, puisque normalement l'Ukraine devait être dans le giron des États-Unis et l'Ukraine devait servir de ressources houillères, minières, gazières et d'autres minéraux rares. L'Ukraine devait servir à ça. Et c'est pour ça que BlackRock avait énormément investi, ainsi que la fondation Bill et Melinda Gates, etc., etc. Mais c'est principalement BlackRock. Alors là, c'est Simplicus the Thinker qui parle. Il dit « Laissez-moi bien comprendre, Blinken embourbe les patriotes israéliens défectueux pour défendre les nouveaux sites d'exploitation économique de BlackRock en Ukraine. On ne peut pas trouver mieux que cela pour la marque ukrainienne. » Alors là, je vous explique, c'est parce que les Israéliens ont dit qu'ils enverraient 8 patriotes, des vieux patriotes à l'Ukraine, puisque les patriotes ont été incapables d'arrêter les roquettes iraniennes. Donc les Israéliens étaient vraiment pas contents de ces patriotes. Alors évidemment, dans la presse, on nous dit que c'est parce que ce sont des vieux patriotes, des PAC 1, paraît-il, et comme ils sont vieux, eh bien, il les donne à l'Ukraine, c'est la raison officielle. Alors la version officielle du Washington Post, c'était que ce sont des patriotes qui auraient près de 30 ans. Voilà pourquoi les Israéliens veulent s'en débarrasser et les donner à l'Ukraine. Par contre, comme le souligne Simplicus the Thinker, envoyer ces patriotes-là en Ukraine, qui évidemment étaient envoyés en Ukraine parce qu'ils étaient infoutus d'arrêter des roquettes iraniennes ou des missiles iraniens, je vois pas en quoi ça va aider pour protéger les investissements américains. Alors bon, c'est un petit peu étonnant. Alors bon, bref, voyons voir ce que dit Anthony Blinken. Ukraine, he can't outweigh all of Ukraine's partners. At the same time, Ukraine's developing its own defense industrial base in a way that will enable it to help provide for itself. And we're trying to drive private sector investment into Ukraine to make sure that its economy can grow and thrive. We've already seen through the Black Sea that Ukraine is exporting as much as it was before February of 2022.
There's extraordinary potential in Ukraine's economy with the right investment. Now, of course, for both its military capacity and its economic capacity, you've got to make sure that you have air defenses in place to try to protect the areas in which you're making investments. We're driving that. I think you'll see more news on that in the coming weeks as we... Voilà, bon, bref, c'est pour soi-disant protéger l'économie et la prospérité ukrainienne. On sait très bien en réalité ce qu'il en est, c'est pour protéger les investissements de BlackRock et du gouvernement américain, bien entendu, comme je vous l'ai démontré à plusieurs reprises. Cela dit, là ils savent que la guerre est perdue, bien évidemment, et tout ça c'est que des gesticulations pour continuer à dire regardez, on fait encore quelque chose. Pour moi c'est que de la communication. Là on va lire un article du Washington Post qui m'a bien fait rigoler. La Russie a détruit le secteur énergétique ukrainien. Il est donc en train d'être reconstruit de manière verte. Alors que les Ukrainiens sont confrontés à l'un des hivers les plus sombres de leur histoire, les autorités voient un avantage. L'Ukraine peut construire un secteur énergétique plus propre et respectueux de l'environnement. Ah là quand même il fallait oser. Hein. Là il fallait oser. Hein. Donc déjà qu'il manque de moyens à un niveau mais qui est même plus criant ou critique, c'est plus que catastrophique, eh bien c'est le peu de moyens qu'ils ont, au lieu d'aller dans la reconstruction de centrales au charbon, de hubs énergétiques, etc., de lignes haute tension, etc., etc., eh bien, bon, bah, ils vont prendre une partie de ces moyens pour faire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. C'est absolument à mourir de rire. Alors évidemment, quand on lit l'article, ce n'est qu'un projet balancé par un officiel ukrainien. Bien entendu, il n'en est absolument pas question. Tout ça, c'est pour que le Washington Post avance la propagande décidée pour l'Occident par BlackRock, c'est-à-dire de pousser à tout ce qui est énergie verte, ce qui permettra bien entendu de détruire encore plus le pays, exactement à l'image de l'Europe. Faut pousser ça en Europe, faut pousser ça en Ukraine, c'est pour donner une image. Tout ça, c'est pour pousser une propagande, mais qui est plus pour influencer l'Europe plutôt que pour donner une nouvelle direction à l'Ukraine. L'Ukraine qui, bien sûr, n'en a absolument rien à faire des énergies vertes. Ils en sont pas là. Ça, c'est plus un message indirect à l'Europe pour dire, regardez, nous, on est toujours dans l'énergie verte. On n'oublie pas l'énergie verte, l'écologie malgré la guerre. Voilà, c'est plus pour faire passer ce type de message. Ici, un article de Ukrainska Pravda qui nous dit au 3 juillet, la Chine et la Russie développent un drone similaire au Shahed. Ça vient d'un article de Bloomberg. Donc on voit que le partenariat Russie-Chine donne des développements bien concrets, dont ce dernier partenariat qui va faire un nouveau drone similaire au Shahed, mais bien entendu plus performant d'après ce que j'ai lu. Il irait plus loin, mais ce qui est le plus important dans ce nouveau drone, c'est une charge explosive qui serait beaucoup plus grosse. Donc c'est surtout ça qui est important d'après ce que j'ai lu concernant ce nouveau drone. Alors maintenant on va parler économie avec The Economist qui nous dit « L'Ukraine a 1 mois pour éviter le défaut de paiement. Prêter à un emprunteur en guerre comporte un risque supplémentaire, celui de gagner. » L'économie ukrainienne continue de payer un lourd tribut à la crise. Le PIB du pays est inférieur d'un quart à ce qu'il était à la veille de l'invasion de Vladimir Poutine. La Banque centrale a épuisé ses réserves de change l'an dernier et les attaques russes contre des infrastructures critiques ont mis à mal les prévisions de croissance. Des armées fortes, a averti le 17 juin Sergueï Malchenko, le ministre ukrainien des Finances, doivent être soutenues par des économies fortes. Alors évidemment, quand on lit tout l'article,
l'article est extrêmement sombre, puisque ça c'est une observation à l'instant T, mais chaque jour l'économie ukrainienne se dégrade pour mille et une raisons. Donc on a, comme je vous l'avais dit la dernière fois, tous les hommes en âge de combattre qui se terrent chez eux et donc qui empêchent encore plus l'économie ukrainienne et qui empêchent le recrutement de soldats supplémentaires. On a la crise énergétique en Ukraine due au bombardement de l'infrastructure énergétique. On a les Russes qui grignotent évidemment du territoire à chaque fois et bien entendu on a le manque de confiance à l'international pour prêter à l'Ukraine du fait que maintenant il est admis par tous que l'Ukraine a perdu la guerre. Donc tout ça enclenche une spirale avec plein de facteurs qui s'accumulent, qui fait que évidemment il y a un effondrement qui ne cesse d'arriver, et exactement comme ce qui va arriver sur le terrain militaire, à un moment donné, il y aura un effondrement brutal, soudain, car c'est toujours comme ça que cela se passe, à l'image d'un élastique qu'on étire et qu'on étire. Au bout d'un moment, l'élastique craque bien évidemment. Alors là, d'après Yahoo News qui reprend un article de DPA International, on a Scholz donne la garantie que l'Allemagne ne participera pas à la guerre en Ukraine. Alors là, c'est des signes contradictoires, parce qu'on a une escalade permanente de l'Union européenne et surtout de l'OTAN. Et là, tout dernièrement, Macron s'est beaucoup calmé concernant l'Ukraine. Il a été un peu plus raisonnable. Et là, on a carrément Scholz, suite à la montée des souverainistes nationalistes en Allemagne et dans bien d'autres pays en Europe d'ailleurs. Et suite à cette montée des souverainistes qui sont, on va dire, anti-aide à l'Ukraine, là, Scholz promet que l'Allemagne ne participera pas à la guerre en Ukraine, donc pas d'hommes en Ukraine. Donc étant donné que Macron est plus ou moins aussi revenu en arrière concernant les hommes en Ukraine, eh bien tout ça montre qu'on a d'un côté Jens Stoltenberg qui va être remplacé par Mark Rutte, Stoltenberg qui nous disait que 500 000 hommes étaient prêts à combattre les Russes, etc. Et là, on a Macron qui se calme, et là, Scholz qui nous dit carrément l'Allemagne ne participera pas à la guerre en Ukraine, tout simplement. Il n'y aura rien. Donc évidemment, la France ne peut pas s'engager toute seule, et si l'Allemagne dit non en plus, donc tout ça montre malgré tout une désescalade. Alors, on a cette désescalade d'ailleurs depuis, encore une fois, les bombardements de la plage en Crimée. Alors, est-ce une coïncidence ou pas? Je ne sais pas, peut-être que c'est une coïncidence. Mais en tous les cas, on a des signes contradictoires. Parce qu'on a des signes d'escalade clairs et de l'Union européenne. Mais on a la France qui se calme et l'Allemagne qui donne un signe énorme au monde entier qui dit que l'Allemagne, quoi qu'il arrive, ne participera pas à la guerre en Ukraine, parce que en réalité, elle n'a aucun intérêt en Ukraine. C'est quand même un message très fort d'Olaf Scholz. Là, on a un article de Ukrainska Pravda du 3 juillet qui nous dit le Pentagone va acheter pour 2,2 milliards de dollars des intercepteurs Patriot et NASAMS pour l'Ukraine. Voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Pentagone va donner 2,2 milliards au complexe militaro-industriel américain. Voilà, donc avec les sous des contribuables américains. Bien entendu, ils savent très bien que ça n'aidera en rien l'Ukraine, mais ça enrichit le complexe militaro-industriel américain. Et c'est le seul et unique but d'ailleurs du gouvernement américain. Ils n'ont que ça en tête, oui, parce que le gouvernement américain ne tient que par le complexe militaro-industriel américain qui, lui, ne prospère qu'avec des crises dans le monde entier, des guerres, etc. Il lui faut la guerre absolument quelque part, sinon il n'y a plus de complexe militaro-industriel américain
Voilà, donc comme nous avait averti d'ailleurs Dwight Eisenhower peu de temps avant sa mort, où il avait dit qu'il fallait absolument être très vigilant quant au complexe militaire industriel américain, sinon il allait prendre le pas sur le gouvernement US. Il n'avait que trop raison. Mais évidemment, ils sont pour l'instant inarrêtables. Donc, toujours dans l'économie, on a un article de DPI International qui nous dit l'Ukraine reçoit une aide financière supplémentaire de 2 milliards d'euros du FMI. Je vous avais fait un point sur l'Ukraine où je vous avais parlé beaucoup et longuement de toutes les finances qu'a reçues l'Ukraine et que l'Ukraine reçoit toujours. Et je vous avais dit il y a quelques mois de cela le fait que normalement il est illégal et pas normal que le FMI donne de l'argent à un pays qui est en guerre. C'est contre la charte du FMI. Et pourtant, pour la première fois, le FMI fait cela, alors que normalement, le FMI n'a pas le droit de faire cela. Donc vous voyez que concernant l'Ukraine, deux poids, deux mesures, il n'y a plus aucune règle. Et cela va jusqu'au niveau économique. Et donc le FMI continue encore et toujours à alimenter l'Ukraine avec notre argent. Eh oui, c'est notre argent, les contribuables, sans qu'on nous demande notre avis comme d'habitude, bien évidemment. Voici un article de l'Économiste qui nous dit au 2 juillet, la Russie devient un pays à revenus élevés selon la Banque mondiale. Donc que nous dit cet article? Le classement annuel des revenus nationaux de la Banque mondiale BM, publié lundi 1er juillet 2024, montre que la Russie est passée de la catégorie moyenne supérieure à la catégorie élevée grâce à sa croissance économique. La Banque mondiale calcule le revenu national brut RNB selon une méthode qui remonte à 1989 et met à jour ses classifications chaque 1er juillet en fonction du RNB par habitant de l'année civile précédente. Le revenu est exprimé en équivalent dollar américain. L'activité économique en Russie est influencée par une forte augmentation de l'activité liée à l'armée en 2023, tandis que la croissance a également été stimulée par un rebond du commerce, plus 6,8%. Ça, c'est très important. Un rebond du commerce, 6,8%, du secteur financier, plus 8,7%, de la construction, plus 6,6%, a déclaré un article sur le blog de la Banque mondiale. Ces facteurs ont conduit à une augmentation du PIB réel de 3,6% et nominal de 10,9%. Et le RNB par habitant de l'Atlas russe a augmenté de 11,2%, a ajouté la Banque mondiale. Voilà, donc encore une fois, comme je vous le dis chaque semaine, l'économie russe est florissante malgré les sanctions et même, j'ai envie de vous dire, l'économie russe est florissante et a de très 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 beaux jours devant elle grâce aux sanctions, car sans les sanctions qui ont démarré en 2014, la Russie ne se porterait pas si bien. Donc la Russie peut dire merci aux sanctions et elle, à mon avis, elle en réclame encore, même si elle en a déjà plus de 16 500 sanctions contre elle, donc le pays le plus sanctionné du monde. La Russie est en réalité le pays qui s'en sort le mieux au monde, je dis bien le mieux au monde comparé à n'importe quel autre pays du monde. On va finir par un dernier article de Géo qui nous dit 511 milliards de barils, la Russie aurait découvert de colossales réserves de pétrole dans l'Antarctique et c'est une mauvaise nouvelle. Alors pourquoi Géo dit que c'est une mauvaise nouvelle? C'est à deux titres. D'abord parce que cela va propulser la Russie comme producteur numéro 1 mondial de pétrole, mais très 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 loin devant tout le monde. Alors quand on lit l'article, cette réserve de pétrole est le double des réserves de pétrole présentes de l'Arabie Saoudite. Donc inutile de vous dire que cela va apporter une richesse absolument inouïe à la Russie. Alors, autre mauvaise nouvelle qu'il donne, c'est que le fait que s'il y a forage, eh bien, cela risque de polluer en partie l'Antarctique. Alors ça, c'est tout à fait possible.
Nous verrons bien, mais en tous les cas, je comprends que pour eux, ça soit une très mauvaise nouvelle, cette découverte absolument majeure, si elle était confirmée.